Le partenariat entre Goldman Sachs et FTX qui suscite des craintes. On va voir qui craint ce partenariat. Est-ce le pacte du diable, comme on l'annonce en miniature? On va voir ça dans le point de marché du vendredi 3 juin. Bienvenue à vous. Donc on commence avec cet article du Coin Tribune qui nous annonce ce probable partenariat entre Goldman Sachs et FTX concernant la fourniture de futurs sur les crypto-monnaies aux clients de Goldman Sachs. Donc Goldman Sachs deviendrait un intermédiaire en proposant à ses clients d'acheter des futurs de crypto-monnaies sur la bourse FTX. Quelles sont ces craintes? Ces craintes, elles viennent surtout de la part des intermédiaires. Ces intermédiaires, ce sont des banques d'affaires, ce sont aussi des courtiers qui ont peur de disparaître à cause d'une future hégémonie de FTX qui est en train d'avoir une énorme influence notamment aux États-Unis. Ils proposent déjà donc des futurs sur les crypto-monnaies. Ils proposent aussi des actions tokenisées, c'est des petites parts d'actions. FTX a eu déjà une énorme influence aux États-Unis. C'est le seul courtier régulé à pouvoir proposer des futurs de crypto-monnaies. On se rappelle que Binance avait dû revoir sa copie et créer une entité particulière appelée Binance US et qu'ils ne sont toujours pas autorisés à vendre des futurs. Et donc FTX a une énorme influence. On avait fait une vidéo notamment sur le patron de FTX, Sam Bankman-Fried, qui avait financé énormément de démocrates, fait énormément de lobbying et qui annonçait être prêt à investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans la prochaine élection présidentielle, notamment pour battre Trump. On imagine bien que c'est pas uniquement par philanthropie, il attend un retour sur investissement. Ce retour sur investissement, c'est notamment cette influence sur le marché des futurs aux États-Unis. On a la Commodities Future Trading Commission, la CFTC, qui a émis des craintes concernant une future hégémonie de FTX et qui a saisi le régulateur pour éviter ce partenariat. Alors on va voir qui compose justement le board de cette association CFTC des futurs américains. On a au board des personnes de Deutsche Bank, des personnes de JP Morgan, on a des gens de la Société Générale, JP Morgan, BNP Paribas, on a toutes les grandes banques américaines, Bank of America, qui font du lobbying pour éviter que FTX devienne la référence des futurs sur les crypto-monnaies et peut-être par la suite sur les actions. Il faut savoir que toutes ces banques d'investissement, elles proposent à leurs clients des futurs, soit directement, soit en étant des intermédiaires, et qu'en général, leurs frais de courtage sont très élevés. Donc, ces banques, elles veulent garder ces profits. Voilà pourquoi elles attaquent FTX, qui est un peu plus cher que Binance sur ses produits financiers, mais qui reste très accessible en termes de frais. Donc, on comprend mieux un petit peu cet enjeu sur les futurs américains. La première condamnation pour délit d'initié aux États-Unis concernant un actif numérique, c'est historique, c'est un employé d'OpenSea. Cette personne, elle avait accès à des informations privilégiées comme le nom des projets qui allaient être listés sur la place de marché OpenSea. Elle a acheté plus de 40 collections NFT avant leur listing sur OpenSea. Elle les a revendues par la suite. L'entreprise a essayé de régler ça en interne, mais l'affaire s'est ébruitée et donc cette personne va être jugée pour fraude et délit d'initié aux États-Unis. Il est tout à fait possible qu'ils en fassent un exemple pour la suite, donc ça va être très compliqué pour cette personne qui pensait sûrement être au-dessus des lois à cause d'un manque de régulation sur les actifs numériques. Ce n'est plus le cas. Le nouveau token Luna qui explose de 40% en 24 heures après son listing sur Binance, ça a attiré de nouveaux investisseurs. Et ben on voit ce que ça a donné. On est monté à 7 dollars hier à 17 heures. Aujourd'hui, ça ne vaut plus que 6,25 $, donc c'est vite redescendu quasiment sur le niveau d'introduction. Donc on a eu, comme à chaque listing sur un gros exchange, des gros volumes au début, un gros pump, et 10 à 15 minutes plus tard, ça redescend. Donc à chaque fois que je vous parle de ce genre de listing, on voit les news sur les sites d'information, on voit que ça explose. Dès qu'on va sur le graphe, c'est beaucoup plus compliqué. C'est juste qu'on a une grosse hype au début. Donc si vous allez dans ce genre de launch, allez-y avec des petits montants, restez 5 minutes. Prenez vos bénéfices, pourquoi pas rester un petit peu plus longtemps sur 70% de votre position, mais faites attention à ce genre d'article. On a l'impression que tout explose à chaque fois, mais quand vous allez sur les graphiques, c'est très différent. On a GameStop qui se remet bien de sa chute en bourse il y a maintenant 2 ans, qui s'est reconverti dans la vente d'actifs numériques et qui annonce au premier trimestre avoir fait 76 millions de ventes et qui confirme son intention de lancer sa plateforme NFT
au deuxième trimestre. Donc on voit qu'ils se sont très bien reconvertis, ils sont passés d'un distributeur de jeux vidéo en pleine faillite à un vendeur d'actifs numériques, de NFT, et bientôt à une marketplace NFT, donc GameStop à suivre. Un article intéressant de CoinTribune qui se demande pourquoi Cardano reste dans le top 10 des meilleures crypto-monnaies. C'est une excellente question parce que pour l'instant, en termes d'innovation, on a très peu de choses, on a très peu d'utilisateurs, mais on a des investisseurs qui restent là, même si le cours a quand même bien baissé. C'est toujours en termes de capitalisation dans le top 10 des crypto-monnaies. Et donc, on a un analyste qui nous donne son avis en disant que tout tient surtout chez Cardano dans cette communauté très soudée et ces investisseurs long terme qui croient au fondateur qui s'appelle Charles Hoskinson, qui est l'un des cofondateurs d'Ethereum quand même. Donc les prochaines nouvelles sur ADA, ce sera le fork Vasil qui est prévu pour le mois de juin, qui d'après son fondateur apporteront une amélioration importante des performances du réseau. Et l'objectif c'est d'avoir une croissance du token et du nombre d'utilisateurs. Par contre, là où je suis vraiment très étonné, c'est la conclusion de l'article de CoinTribune. Ça ressemble clairement à un article sponsorisé. Et ils expliquent que d'après les experts, le prix de l'ADA connaît une forte tendance haussière et suivra ce rythme jusqu'en 2025 selon leur prédiction. ADA va continuer de monter en flèche. Alors, on va reprendre notre graphique. ADA, c'est 83% de baisse depuis le point haut. La plupart des gens ont investi par ici. On voit les volumes d'achat sont là. Donc la plupart ont acheté par ici. On va prendre le milieu de la bougie. 73% de baisse. On a beaucoup de gens qui ont racheté, tout le monde nous expliquait qu'on avait gagné 50% juste ici, c'est le cas. Donc on a des gens qui sont rentrés par là, voilà, ça a gagné 50%. Par contre, on a cassé clairement, on a cassé un support qui est là, donc moi je suis très baissier sur ADA, on est sous la moyenne mobile 100 en hebdomadaire, en journalier, on est très baissier. Les moyennes mobiles ont croisé à la baisse en décembre 2021, donc c'est assez clair, on est sur un marché baissier sur Cardano depuis un moment, on a perdu 75%, et on a des articles qui nous expliquent que le cours de Cardano va continuer de monter en flèche, donc faites attention. CoinTribune, ça peut arriver qu'il y ait des choses intéressantes. La plupart du temps, c'est des traductions d'articles en anglais, et parfois des posts sponsorisés, et des fois des analyses complètement bidons. Regardez, là on a confirmé en hebdo, on est en train de retaper sur ce niveau-là. Il est très probable qu'on va descendre sur ce point bas qu'on avait touché en janvier 2021 au niveau des 0,27, donc on a encore la place. Ça paraît très proche, mais regardez, ça correspond à une baisse nouvelle de 50%. Donc on peut très bien perdre 75% et perdre à nouveau 50%. Faites attention à ces marchés et attention à ces articles complètement à côté de la plaque. On a Cointelegraph qui est quand même beaucoup plus sérieux que CoinTribune, qui nous explique que en termes de levée de fonds, le marché ne connaît pas la crise. On a notamment des fonds d'investissement, on en a parlé hier avec Andreessen Horowitz, qui était le fondateur de Netscape, qui vient de lever 40 millions pour son fonds crypto et Web3. On a Lighthouse Labs, qui a levé 7 millions pour un moteur graphique de métaverse. Network Studio, qui vient de terminer sa série A en clôturant une levée de 46 millions. Et DeFi Protocol, qui vient de lever 30 millions, qui veut lancer de nouveaux instruments financiers en forme de NFT. Donc vous voyez que sur les levées de fonds dans l'écosystème, on ne connaît pas la crise et on a toujours des projets solides qui arrivent à se faire financer. Du côté de Twitter, on a ce tweet de Bloomberg Wealth qui nous annonce que un tiers des Américains qui gagnent plus de 250 000 € par an vivent de paye en paye, c'est-à-dire qu'ils dépendent de leur salaire, qu'ils ne mettent rien de côté. 250 000 € par an, ça fait quand même 20 000 € par mois de revenus. Donc même aux États-Unis, on a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui restent toujours dépendants de leur salaire, qui n'investissent pas. Soyez intelligents, ne dépendez pas de votre salaire, ne dépendez pas non plus de l'État pour votre retraite. Commencez à vous créer un capital, commencez à vous créer des revenus passifs, à diversifier vos revenus, surtout dans la période actuelle avec des gouvernements qui sont très endettés, avec possiblement des coupes dans les prestations sociales, dans les retraites à venir, comme ce qui s'était passé en Grèce, ça devrait arriver aussi en Italie, pourquoi pas en France. Ça va être la prochaine crise après l'inflation et après la hausse des taux. Ça va être les États qui vont avoir du mal à rembourser leurs emprunts et forcément ils vont réduire leurs dépenses publiques et ils vont augmenter
les impôts. Du côté du Fear and Greed Index, on est redescendu à 10. On était à 13 hier, à 12 la semaine dernière et quand même à 21 le mois dernier. On est toujours dans l'extrême peur sur le marché crypto. Le top 10 sur 24 heures glissantes en légère baisse, moins 1% pour le Bitcoin, moins 3 pour Ethereum, moins 1 pour BNB, moins 1 pour XRP, moins 3 pour Cardano. Solana en gros repli à moins 6% qui a passé une sale semaine à moins 12% avec une interruption de sa blockchain de plus de 4 heures cette semaine. Et Dogecoin à moins 1,6% sur la semaine. Sur la semaine, les meilleurs performeurs, ce sont le Dogecoin avec 3%, Cardano quand même 15% et Bitcoin 1%. Attention à Cardano, ça sent l'arnaque, ça risque de redescendre très rapidement. Du côté du Bitcoin, on a réintégré ce range entre les 28 000 et les 31 000. On a eu un breakout avorté, c'était il y a quelques jours. Une belle bougie baissière. On est venu se reposer sur ce niveau psychologique des 30 000. Et là, on est encore en train de casser à nouveau les 30 000. Donc on est en train de se diriger vers le bas de ce range au niveau des 28 000. Du côté d'Ethereum, c'est encore pire. On est en train de se rapprocher très fortement du point bas à 1700 qu'on avait touché pendant cette panique baissière le 12 mai. On est à seulement 50 $ de retoucher ce support, donc plus que 3% de baisse. Et on sera sur ce point bas. Si on casse par de suite, on peut redescendre très bas sur Ethereum, c'est-à-dire atteindre le niveau des 1500 qui correspond à ce point bas de fin mars 2021. Du côté des marchés US, on a cet article de Bloomberg qui nous annonce toujours sur cette thématique de l'inflation que plus de la moitié des foyers allemands sont en train de réduire leurs dépenses suite à l'inflation. On parle de l'Allemagne, on ne parle pas de la Géorgie, on ne parle pas de l'Italie. Là, c'est l'Allemagne. C'est la 4e puissance mondiale, la première puissance européenne, et on a la moitié de sa population qui est en train de réduire ses dépenses à cause de l'inflation. Donc ça va sentir forcément dans la consommation et dans le PIB. Donc c'est très mauvais quand on a des ménages qui commencent à réduire leur consommation. On a quand même une bonne nouvelle malgré cette inflation, c'est l'emploi aux États-Unis qui reste solide avec un taux de chômage à 3,6%. C'est inférieur aux prévisions. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on est au plein emploi, on considère qu'en dessous de 5% de chômage, on est au plein emploi, que si on veut chercher du travail, on peut facilement en trouver. C'est ce qu'on appelle le chômage incompressible. Donc l'emploi toujours très vigoureux aux États-Unis, c'est une donnée qui est très importante pour la Fed. La Fed va regarder deux facteurs. Le premier, c'est l'inflation. Si la hausse de l'inflation commence à diminuer, il est possible que les taux augmentent moins fort que prévu, donc ça peut être bon pour le marché action. Et si l'emploi reste très solide, pareil, il est tout à fait possible que la Banque centrale américaine diminue l'augmentation de ses taux, voire à terme arrête d'augmenter ses taux plus rapidement que possible. Ce serait très bon pour les actions. C'est les deux facteurs à regarder, surtout aux États-Unis, l'inflation et l'emploi. C'est ça qui va nous donner la direction des actions et des crypto-monnaies, parce qu'on est aujourd'hui dans des marchés qui sont totalement contrôlés par les banques centrales, on n'a plus de cycle économique, donc c'est la Fed qui va faire la pluie et le beau temps. Donc deux statistiques à regarder, inflation et emploi. En termes de volatilité sur les actions, on a le VIX qui redescend un petit peu, on est sur les 25, on est toujours sur des niveaux assez importants, mais c'est pas non plus la panique sur les actions. On a une séance assez neutre sur le CAC, comme un vendredi, c'est très calme. On a une légère baisse de 0,02% sur le CAC, et on a le DAX qui se reprend légèrement à plus 0,1%. Hier, sur les actions américaines, on a eu une très belle fin de séance, notamment sur le Nasdaq, avec ce joli pullback, une belle bougie haussière, plus de 2,7% de hausse pour le Nasdaq. Donc on a cassé le 27 mai, on est venu se reposer sur ce niveau qui correspondait à ce point haut du 17 mai. Là, on a une belle bougie d'avalement haussière. C'est très haussier à court terme. Voilà pourquoi je suis assez étonné depuis quelques jours de la réaction du Bitcoin qui est très faiblard par rapport aux actions. C'est-à-dire que si le marché action commençait à se retourner, si on commençait à réintégrer en dessous de ce niveau, ce serait un signal très baissier pour le Bitcoin. Donc on pourrait très rapidement retomber sous les 20 000, voire en dessous sur le Bitcoin. Le Dow Jones,
c'est pareil, on fait ce beau rebond, belle bougie d'avalement haussier. Et le S&P, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, la même configuration. Donc on a les 3 indices qui sont dans la même direction. Le petit pullback, on casse cette résistance, on fait un pullback magnifique et ensuite bougie d'avalement haussier. On va voir si la séance du jour confirme, mais en général le vendredi c'est très calme. Voilà pour ce point de marché du vendredi 3 juin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un like si c'est le cas. Pensez aussi à vous abonner et à télécharger le guide pour investir en période de crise, il est offert pour le moment. Passez un excellent week-end et je vous dis à lundi pour un nouveau point de marché.